Oui, donc bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue sur Extrême Météo. Donc comme j'avais expliqué il y a 2 jours, ou hier, je ne me souviens plus, je crois que c'était il y a 2 jours plutôt, euh, je suis pour ma part donc de moins en moins présent sur Extrême Météo par manque de temps, par je dirais les impératifs professionnels, les impératifs personnels. J'avais dit que je ferais des éditos souvent à l'écrit, certainement une fois durant le week-end et une fois en milieu de semaine. Là, bah, j'attaque fort, on va dire. J'attaque par un direct live, tout simplement, qui est improvisé ce matin par rapport aux événements qui ont eu lieu hier. Événements que je dois dire que j'ai assez peu suivi dans un premier temps hier, étant donné que j'avais aussi un emploi du temps assez chargé au niveau familial. Et puis par la suite, bah, forcément, voyant les informations, étant quand même au courant, donc j'ai vu, comme tout le monde, hein, donc la catastrophe donc qui s'est profilée pour le secteur Cévenol, hein, le secteur du Gard, notamment Valrogue et également d'autres secteurs qui ont été très 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 touchés par les inondations, les débordements. La commune de Valrogue dans le Gard d'ailleurs sinistrée, hein, clairement, avec un épisode vraiment exceptionnel hier, hein, qui rentre vraiment dans le panthéon, on va dire, des épisodes les plus importants, notamment ce qui concerne le secteur Cévenol, encore une fois, c'est-à-dire principalement vers le nord-ouest du Gard, quand vous allez notamment vers le Montégoal. Donc voilà, donc épisode bah, qu'on a vu venir quand même cette semaine, à la fois méditerranéen et Cévenol, mais honnêtement, pour ma part, j'ai suivi en pointillé cette semaine, je n'avais pas vu un épisode aussi important en termes pluviométriques, quoi. Hein. Qui pouvait croire qu'il allait tomber 700, plus de 700 mm à Valrogue en 12 heures de temps, quoi, ou un peu plus de 12 heures. Donc c'est surtout ça qui est, je dirais, impressionnant, quoi. Donc des épisodes méditerranéens et Sevenol ne sont pas une nouveauté, ils ont toujours existé. Quand on remonte dans l'ancien temps, on retrace avec les chroniques et l'historique des épisodes vraiment marquants. On a eu notamment l'épisode de 1900, septembre 1900, à Valrogue déjà. Hein. Donc il faut remonter, vous voyez, à 120 ans pour retrouver un épisode pareil. Après, ça fait penser aussi à d'autres épisodes de sinistre mémoire, comme septembre 2002, du côté du Gard, notamment à Nîmes. Voilà, donc là, tout ça, moi, simplement, ce matin, je vous fais on va dire, un édito, enfin un édito, une analyse technique un petit peu de qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on en arrive là hier, une analyse technique des observations, des relevés, bien sûr, des chiffres, un petit peu de chiffres, et puis aussi également un petit peu de prospective là-dessus, de prévision. Enfin voilà, quelque chose qui est improvisé de ma part, que j'ai assez peu préparé. Mais je vais reprendre notamment les chiffres, je ne vais pas les inventer, je vais reprendre les chiffres des confrères. On va regarder un petit peu de différentes choses, quoi. Alors simplement, je vais faire un petit. On va commencer purement techniquement. On va commencer les choses techniquement, on va dire, hein, sur les différents acteurs en présence. Je ne vais pas revenir cette semaine sur la vague de chaleur que nous avons connue sur cette mi-septembre là, hein, vague de chaleur qui a duré plusieurs jours, avec, vous avez vu, des records mensuels, quotidiens, notamment entre lundi et mercredi. Donc tout ça, l'explication, vous allez voir finalement que c'est un même et seul acteur qui aura influencé à la fois la vague de chaleur en milieu de semaine, en début de semaine, et également l'épisode méditerranéen et Cévenol. Donc quand on retrace, on revient lundi 14 septembre, on était vraiment dans une forte advection chaude. Vous voyez ici des hautes pressions qui sont bien installées sur l'Europe continentale. Et lundi, vous aviez ce Talweg, on appelle ça un Talweg, c'est un creux barométrique, un creux dépressionnaire, vous voyez, qui descend en direction des Açores. On avait une dépression en surface. Et donc on a l'effet de balancier, c'est-à-dire qu'on a ce creux dépressionnaire avec de l'air froid en altitude qui descend près des Açores, et à l'avant, cela fait remonter de la chaleur, de la forte chaleur. D'ailleurs, on voyait à 1500 mètres, on avait la barre des 20 degrés qui était atteinte, ce qui est pour un 14 septembre quand même assez marquant. Et donc, ça a été, je dirais, jusqu'à vendredi, hein,
pendant plusieurs jours, une vague de chaleur quand même importante. Donc ce Talweg, vous voyez, va finir par isoler 2 jours plus tard. Voilà. Ce Talweg va finir par isoler, vous voyez, 2 jours plus tard, une goutte froide d'altitude, hein, ici, donc toujours avec un centre dépressionnaire en surface de 1000 hectopascales. Donc on le voit bien ici, et à l'avant, vous avez donc toujours cet afflux de chaleur, donc cette goutte froide qui descend au Portugal, et donc ça nous fait office de ce qu'on appelle de pompe à chaleur. Et pendant ce temps, on avait également des hautes pressions qui se mettaient en place sur les îles britanniques, ce qui fait que mercredi, il faisait toujours très chaud, notamment dans l'est, le nord-est, hein, les régions centrales. Donc voilà, donc ça, la goutte froide pour l'instant était, je dirais pour nous, inoffensive. Elle faisait surtout office de pompe de chaleur, de pompe à chaleur. Et vous remarquez ici un petit centre dépressionnaire, c'était l'ex-Paulette, hein, l'ex-cyclone ouragan Paulette qui a touché 2 jours avant les Bermudes, et vous voyez qu'il est venu se balader ici en faisant sa transition extratropicale, en perdant petit à petit ses caractéristiques cycloniques. Donc il venait se balader ici, et vous allez voir que par la suite il y a quand même une petite influence, on va dire, de l'ex-Paulette. Alors maintenant je continue 2 jours plus tard. Donc nous arrivons à vendredi. Nous arrivons à vendredi. Et là, vendredi, donc c'est le début des festivités, si on peut dire. Donc la chaleur commence à se retrancher, surtout dans le nord-est et l'est. Et donc vous voyez cette goutte froide ici, là, qui était plutôt au large du Portugal 2 jours plus tôt, elle remonte. Elle vient plus, elle se rapproche de nous, elle se rapproche de la France, la péninsule ibérique. Vous la voyez ici, hein, goutte froide d'altitude qui paye pas de mine. Hein. On le voit davantage ici sur les cartes de Masdar. Donc vous voyez ici, et vous avez l'ex-Paulette, encore une fois, qui est une simple onde tropicale, comme on appelle, qui est quand même sur des eaux chaudes ici, hein, au nord-nord-ouest des Açores. Voilà. Et donc quand même, cette ex-Paulette onde tropicale qui persiste d'ailleurs ce dimanche, finalement, eh ben, elle envoie aussi quand même, ici pas mal, elle envoie quand même sur l'Europe pas mal de la chaleur humide, tropicale, quoi. Hein. Voilà, alors ça c'est un premier acteur, mais alors au sein de la goutte froide, vous avez un deuxième acteur qui nous a, on va pas dire surpris, mais qu'on a vu se développer vendredi. Là ici, vous voyez ici un rond blanc, 1005 hectopascales, c'est une dépression en surface. Et cette dépression en surface nous a un peu pris au dépourvu parce qu'elle a développé des caractéristiques subtropicales. On l'a appelé d'ailleurs alpha. Alors, ce caractéristique subtropicale, attention, ce n'est pas un ouragan, c'est une dépression hybride entre ce qui se fait en termes de dépression des latitudes tempérées, comme vous voyez ici, hein, vous avez plusieurs petites dépressions ici, notamment au sud du Groenland. Donc c'est hybride entre ce qui se fait en termes au niveau des latitudes tempérées, au niveau des dépressions classiques des latitudes tempérées. Donc pour qu'une dépression subtropicale se développe, il faut de l'air froid en altitude, donc avec notamment une anomalie de tropopause, mais il faut également de l'air chaud en basse couche. Et donc on a une dépression subtropicale qui se développe avec des caractéristiques hybrides, avec nous ce qu'on appelle de l'énergie barotrope, et donc du coup qui peut former éventuellement un œil par exemple. Je vais vous montrer voilà, je vais vous montrer ici sur la dernière image satellite de vendredi soir. Donc ici vous voyez une zone convective à l'ouest du Portugal, de la convection aussi à l'avant sur l'Espagne, de la convection vous voyez vendredi soir qui se mettait en place aussi par le sud-ouest de la France, et ici donc quand on va du côté du Portugal, quand on va du côté de Leiria, notamment du côté de Nazaré par exemple, et donc cette dépression subtropicale a fini par rentrer sur le Portugal vendredi soir en donnant du vent et de la pluie, pas mal de vent, et donc en adoptant cette caractéristique subtropicale. C'est-à-dire caractéristique subtropicale, vous n'avez pas de front comme de front central, notamment, front froid, front chaud, comme vous avez sur les latitudes tempérées. Vous avez un centre dépressionnaire qui est ici, et vous avez directement, très près de l'œil, du centre dépressionnaire, des zones convectives qui se baladent, hein, bien sûr, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc
Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Mais cette dépression subtropicale, comme elle a utilisé de l'énergie barotrope, elle transporte avec elle beaucoup de chaleur et beaucoup d'humidité. C'est pas sans rappeler d'ailleurs, je vous rappellerai notamment l'épisode de septembre, non, de novembre 2018. C'est pas sans rappeler l'épisode du 14-15 octobre 2018. Vous vous souvenez peut-être la catastrophe de Trèbes dans l'Aude. 295 mm tombés en 6 heures à Trèbes. 15 morts, 99 blessés. Donc le 14-15 octobre 2018, donc nous avions eu cet épisode méditerranéen, encore une fois, catastrophique pour Trèbes, et avec un air chaud et très humide aussi, avec l'influence à cette époque-là d'une dépression également subtropicale qui était venue par le Portugal, qui avait eu donc cette transition-là avec de l'énergie barotrope, et donc qui avait été appelée Leslie à l'époque, hein. Donc voilà, donc cette situation finalement est un peu ressemblante avec celle du 14-15 octobre 2018, sauf en termes de localisation. Mais en termes de synoptique et en termes d'effets, on va dire, de conséquences, c'est un petit peu ressemblant, quoi, hein. Donc on peut éventuellement considérer que la catastrophe qui s'est passée hier est aussi un petit peu, d'une manière plus ou moins directe, provoquée par l'influence de cette dépression subtropicale qui a envoyé vraiment énormément d'air chaud, énormément d'humidité et énormément d'eau précipitable dans l'atmosphère, de vapeur d'eau. Donc ça a été, à mon avis, quand même clairement aussi un facteur dégradant. Même si après, évidemment, au-delà de ça, on retrouve quand même les facteurs habituels d'une dégradation méditerranéenne de type automnal, quoi, hein, avec comment dire, différents ingrédients. Maintenant, on va regarder un petit peu, notamment à travers le modèle Arome, un modèle de Météo France, un peu les différents ingrédients qui ont permis, je dirais, une telle situation aussi dégradée, quoi. Donc moi, je vais reprendre tout simplement les archives, si ça veut fonctionner. Voilà, on va regarder, on va faire. Vous allez comprendre un peu mieux comment, en termes techniques, comment ça fonctionne pour avoir ce type de dégradation. Voilà, on va reprendre à la date d'hier, bien entendu. Donc je ne reviens pas sur la synoptique globale. Vous avez une goutte froide d'altitude à l'ouest qui engendre un flux de sud en altitude. Vous avez une dépression en basse couche, et donc voilà, qui est venue percuter la péninsule ibérique, dépression subtropicale, mais vous avez également d'autres centres dépressionnaires qui sont venus se former. Voilà. Alors en l'occurrence, c'était pas vraiment un centre dépressionnaire hier, c'était plus ce qu'on appelle nous hier matin ici un axe de Talweg secondaire, hein, vous voyez qu'on voit représenté ici, et on voit ici donc un flux de sud-est, est à sud-est en basse couche. Je parle près du sol. Par contre, en altitude, on avait une situation vraiment caractéristique. Vous voyez, en altitude, si je prends la carte du jet stream à vraiment très haute altitude, mais si je descends même à 3000 mètres d'altitude, vous verrez aussi tout de suite, on a un flux, vous voyez, qui est orienté, regardez les isobars, ils sont orientés sud-ouest-nord-est, hein. Donc on a un flux en altitude qui est de sud-ouest-nord-est, direction sud-ouest-nord-est, qui est tout à fait classique dans ce type de situation. Et ce que l'on voit surtout aussi, et on le voit très bien ici, vous voyez, sur le nord-ouest du Gard, ici, on a les isobars, vous voyez ici, au niveau du jet stream, qui ont tendance à diverger. Et donc c'est ce qu'on appelle, nous, de la divergence. Ça veut dire qu'en altitude, à très haute altitude, bien au-delà, quasiment à 10 km d'altitude, vous avez la convection donc, qui se forme, les cumulonimbus qui peuvent monter jusqu'à plus de 10 km, 11 km, mais qui sont permis aussi par cette divergence. C'est-à-dire quand on a de la divergence au niveau du courant de jet, et ça la favorise la convection. Donc situation
en altitude très favorable et quand même relativement dynamique. Et on voit bien ici vraiment, c'est centré vraiment jusqu'en milieu de journée hier sur les Cévennes, sur plutôt la partie relief. Hein, voilà. Donc ce qui explique pourquoi dans un premier temps on a eu un épisode cévenol et dans un deuxième temps un peu plus tard on a eu ce qu'on appelle un épisode méditerranéen. Ce qui fait qu'au final on a eu un mix des deux de toute manière. Donc ça c'est la situation en altitude. Après, je continue après en termes au niveau des anomalies de tropopause qui permettent justement la convection. Donc on voit vraiment clairement hier matin, au moment où ça a débuté à samedi, donc hier matin il était 5h du matin lorsque l'épisode a commencé violemment sur les Cévennes, on voit donc cette anomalie de tropopause ici hein, représentée sur les schémas et donc qui va stagner, vous voyez, plusieurs heures sur les Cévennes. Hein, vraiment en étant campé ici et donc en se réalimentant. Et on voit l'après-midi que cela se diffuse un peu plus vers le nord et qu'on a ici une accalmie hein, qui se forme. Et on aura eu finalement une accalmie hier après-midi, avant la soirée, avant le retour hier soir. On voit ici d'une anomalie de tropopause par l'ouest qui a, je dirais, mis en place pour le coup l'épisode réellement méditerranéen où on a eu des orages assez violents entre l'Hérault, le Gard et puis un peu plus tard durant la nuit dernière du côté de PACA. Voilà. Donc ça c'est la situation en altitude. Mais après quand vous regardez la situation, donc en altitude on a un flux de sud-ouest. En basse couche on a un flux complètement différent. Hier matin, en basse couche, vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien les isobars, on a un flux qui est d'est à sud-est. Donc c'est clairement bien, ça n'a clairement rien à voir avec ce qu'on a en altitude. Et donc donc ça l'a permis aussi ici également une convergence humide, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que les vents sont venus les vents n'étaient pas forts, n'étaient pas violents hier. Ça n'a pas été un élément prédominant le vent, hein, mais clairement c'est venu heurter, je dirais, le relief et forcément cela favorise la convection et derrière l'eau qui tombe, toutes ces eaux qui tombent, quoi. Hein. Et donc voilà, donc flux d'est à sud-est en basse couche, flux de sud-ouest en altitude. Donc ça favorise vraiment cet épisode avec aussi beaucoup de ce qu'on appelle nous de cisaillement de vent également hein, au niveau directionnel et en vitesse. Hein. Donc ça favorise encore une fois tout cela, ces orages qui sont plutôt comment dire stationnaires quoi. Hein. Ça a été le cas et ça a été le cas hier. Alors après je rajouterais aussi l'instabilité qui a été importante hier où on a eu quand même hier matin par exemple, on voit donc cette instabilité représentée sous forme de ce qu'on appelle de la moocape en météo. Ça, on en voit quand même ça monte jusqu'à à Rome 1600 joules par kilo, sachant que localement ça a peut-être pu monter d'après les reports jusqu'à 2000 joules par kilo. Donc l'instabilité, ça reste l'essence favorable, vous le savez, pour beaucoup aux orages. Donc instabilité et surtout autre chose aussi que l'on voit fortement sur les modélisations hier matin, c'est la quantité d'eau précipitable issue de l'atmosphère où on voit déjà, vous voyez, le matin à 5h du matin, cette langue qui remonte en direction des Cévennes où on a la possibilité d'avoir facilement, largement plus de 40 mm à l'heure, sachant que samedi matin, relativement tôt, du côté du Kellar, notamment dans le Gard, il est tombé par exemple 35 mm quand ça a débuté, il est tombé 35 mm en 15 minutes, ce qui est quand même énorme. Voilà, et donc on voit que cette langue d'eau précipitable est, vous voyez, est stationnaire au fil des heures. Hein. Hier midi, on voit que cette langue s'est un petit peu décalée vers le Gard et puis remonte toujours, bien sûr, vers le nord-ouest du Gard, là, en touchant toujours les mêmes secteurs. Donc là, on le voit clairement. Et après, on va voir qu'un peu plus tard, alors je vais revenir un petit peu en arrière, on voit l'après-midi une accalmie. On voit que les quantités d'eau précipitable dans l'atmosphère sont un peu moins fortes parce que finalement les forçages se sont un petit peu dissipés. Et puis on voit qu'en soirée hier soir, cela reprend avec l'arrivée d'un autre forçage par l'ouest que je vous ai montré et on a à nouveau ces orages violents mais qui ne se cantonnent plus seulement au relief,
qui également touche l'Hérault, le Gard et également la basse vallée du Rhône. Bon, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Je pourrais encore aller plus loin dans l'analyse parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je pense que voilà, je vais essayer de faire un peu court là-dessus. Donc voilà un petit peu l'analyse, si vous voulez, vraiment technique et un petit peu de cette dégradation. Donc sachant vraiment que cette situation provoque ce qu'on appelle nous des orages stationnaires, notamment Sévenol. Et on va le voir au niveau on va le voir au niveau de comment dire de la vue notamment au niveau ce qu'on appelle nous de la température des sommets des cumulonimbus orageux où on va voir ça nous redonne, je dirais, un état des lieux un petit peu sur la journée de ce qui s'est passé et de la chronologie. Voilà, donc ça c'est une chronologie qui va de 5 heures du matin, enfin on va dire près de 5 heures du matin, peut-être 4 heures du matin, jusqu'à hier soir. On reprend 4 heures du matin, vous voyez ici une initiation de l'épisode Sevenol. On voit un panache convectif qui remonte, qui s'intensifie au fil des heures, toujours centré dans le même secteur, c'est-à-dire toujours vers le nord-ouest du Gard, réalimentation, donc un orage stationnaire. On voit que ça se dissipe en cours d'après-midi, on voit qu'on a une dissipation, et en soirée, hier soir, on a une reprise, mais qui est là plus générale, mais donc qui est plus sur le relief, à la fois le relief et à la fois aussi sur la plaine, et qui aura tendance à se décaler. Vous allez le voir sur PACA, vous voyez, on a le décalage sur PACA courant de nuit dernière. Ici, PACA, on va même jusqu'à aux Alpes-Maritimes, et on voit que ce matin, ça continue quand même aujourd'hui, même si comment dire, la situation change un peu. On voit que ce matin, on a encore des orages moins violents tout de même, mais parfois bien plus vieux, qui persistent notamment en basse vallée du Rhône, vers la Camargue également ce matin. Voilà ce qu'on peut dire en termes purement techniques. Après, en termes de relevés, j'ai pas les relevés, je les invente pas. Les relevés sont pas non plus définitifs, si on peut dire. Voilà, en termes de relevés, je vais prendre les données de Kéronos. Vous voyez, donc qui fait part notamment qu'hier les précipitations se sont révélées totalement exceptionnelles, avec notamment, on a relevé une lame d'eau, comme je vous disais, en 24 heures de 718 mm à Valrogue dans le Gard, ce qui est absolument colossal, dont 360 mm en 3 heures. Alors la lame d'eau de 24 heures de 718 mm, il se peut à vérifier qu'il y ait peut-être une surestimation au niveau de ce pluviomètre. Il se peut que les vraies quantités soient aux alentours plus ou moins de 600 mm. Bon, ce qui reste de toute manière absolument énorme. Donc ça ne change pas, je dirais, le caractère absolument exceptionnel de cet épisode. Donc Kéronos fait part que le poste de Valrogue a enregistré durant 4 heures des cumuls horaires supérieurs à 100 mm. Donc vous voyez, hein, quand je vous montrais les cartes d'eau précipitable où on indiquait du 40 mm, on était bien loin de la réalité. C'était absolument beaucoup plus important que ce qui était envisagé, c'est-à-dire 100 mm. Autant les modèles pouvaient envisager correctement la synoptique, correctement le fait qu'il y ait un épisode séminal et méditerranéen, mais autant ils ne pouvaient pas envisager, et ils ne l'ont pas envisagé d'ailleurs, de tels cumuls absolument considérables. Ce qui fait qu'on a été tous un petit peu pris au dépourvu. Alors, on a annoncé effectivement cet épisode, mais pas dans des proportions absolument aussi exceptionnelles. Pour ma part d'ailleurs, je dois le dire, j'avais parlé plutôt d'épisodes classiques. Hein. Donc voilà, donc cumul horaire supérieur à 100 mm avec une pointe à 138 mm entre 10h et 11h hier. Donc après, Kéronos fait part de d'autres valeurs remarquables. On a Valrogue 718 mm, on a Soman 437 mm, on a Moissac vallée française 404 mm, on a Le Vigan 378 mm, on a Saint-Martial 318 mm, on a Bassurel 310 mm. Donc on voit que ça a largement débordé sur les Cévennes lozériennes aussi. On est dans le 48 ici. Et on a le Kellar, je vous en parlais il y a 2 minutes, qui a eu 193 mm, et notamment il était tombé hier matin en 15 minutes 35 mm, ce qui est quand même aussi considérable. D'ailleurs, quand on reprend sur la carte des cumuls d'info climat, vous voyez, hein, on va regarder les cumuls globaux.
Donc vous voyez, hein, la zone en rouge là, complètement en rouge et même quasiment en noir, pas loin, enfin en noir, en rouge très foncé, vous voyez, est vraiment situé sur le nord-ouest du Gard. Hein. Bon après ça s'est diffusé également côté Lozère, ça s'est diffusé un petit peu au nord de l'Hérault. Après, ailleurs on voit que les cumuls restent quand même beaucoup plus limités, où on a effectivement parfois dépassé les 100 mm dans certains secteurs de plaine, mais ça reste quand même très 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 limité. Hein. On a après durant la nuit dernière, effectivement, il a pas mal plu aussi avec des gros orages côté PACA, notamment sur le sud des Bouches-du-Rhône, sud du Var, où on a pu effectivement dépasser localement, encore une fois, les 100 mm. Donc voilà, alors bien sûr tout ça, ça n'a pas été sans conséquences, hein, comme je vous l'ai dit, avec des débordements, des inondations, des destructions, où on a eu vraiment, par exemple l'Hérault à Valrogue, l'Hérault traverse Valrogue, où on a gagné plus de 5 mètres en quelques heures, quand on regarde sur les graphiques de Vigicru. Vous voyez, hier matin, on est quoi? On est à 2,50 m. Bon, la hausse est régulière, on va dire, jusqu'à 10h30. Et d'un seul coup, la hausse absolument qui prend une proportion absolument très importante pour arriver à 5 mètres, 5 mètres, ouais, 5 mètres 70, quoi. Avant que ça, bien sûr, il y ait la décrue plus tard, un petit peu dans la journée hier. Donc voilà, donc on a l'Hérault donc, qui a engendré toutes ces destructions du côté de Valrogue, mais on a aussi donc d'autres cours d'eau qui ont connu des crues très rapides, comme le Gardon à Saint-Jean. Hein. Vous voyez l'onde de crue très 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 importante, subite, complètement, juste un petit peu avant 11h du matin hier, où on passe vraiment sur une crue éclair, quoi. Vous voyez, on était largement à moins d'1 mètre. D'un seul coup, on passe en très peu de temps à 2 mètres 30, quoi, 2 mètres 20, 2 mètres 30. Et puis après, on continue pour arriver à 5 mètres quasiment à midi. Crue éclair, encore une fois, côté Saint-Jean-du-Gard, notamment avec le Gardon. En Duze, c'est à peu près pareil, où on a culminé à 16h. La crue s'est faite en aval, un peu, forcément en aval, la diffusion se fait forcément un peu plus tard. Et donc on a culminé quand même à 7 mètres 40 à 16h. Voilà. Après pour le reste, on va regarder un petit peu des vidéos, tous azimuts. Hein. Moi, j'ai pas partagé beaucoup de vidéos hier en raison, je dirais, du fait que j'étais pas trop présent. Mais voilà, les vidéos vont être parlantes. On va aller sur notamment Météo Languedoc, par exemple. Alors oui, autre point qu'on peut aborder également, donc cet épisode cévenol et méditerranéen avec une ambiance, avec une atmosphère très instable, avec beaucoup de cisaillements de vent directionnel et en basse couche, bah, ça a provoqué également, comme vous le voyez ici, des tornades et des trombes marines, choses qui sont tout à fait, attention, non exceptionnelles et fréquentes pour ce type d'épisode. Vous voyez, hier soir par exemple, vers 22h, une tornade, on voit quand même le buisson ici, on voit que ça laisse quand même peu de doute sur la nature du phénomène. Une tornade est venue concerner le secteur de l'aéroport à Moguio, près de Montpellier. Voilà, donc la photographie est quand même assez parlante. Alors bien sûr, on ne sait pas encore réellement la puissance et les dégâts. Certainement qu'une enquête sur place, une analyse plus approfondie permettra d'en savoir un peu plus. Mais voilà, donc il y a eu déjà une première tornade hier soir lors du passage de cet épisode sur l'Hérault. Après, plus tard dans la nuit, et je vous le montrerai peut-être sur d'autres publications, il y a eu 3 tornades relevées également du côté du Var. Alors, secteur très classique qui est très souvent touché, c'est-à-dire c'est bien sûr le côté de Hyères notamment. On a eu le secteur de Toulon aussi qui a été touché par une trombe marine qui est rentrée sur le rivage et qui s'est transformée en tornade. Et on a le secteur aussi du Pradet également, pareil, secteur de plage, trombe marine certainement, qui est rentrée et s'est transformé en tornade. Seulement du côté du Pradet, ça a été visiblement peu durable, un petit peu plus durable peut-être du côté de Toulon et du côté de la rade de Hyères. Voilà, ce sont toujours des secteurs vraiment très touchés, enfin, souvent touchés, on va dire, par des tornades. Alors voilà, voilà des images qui sont frappantes
de Valrog complètement dévasté avec une coulée de boue absolument gigantesque et considérable. Donc c'est encore une fois une catastrophe, comme on en connaît malheureusement assez souvent dans ces secteurs. Vous voyez ici, très forte crue hein, également. Vous voyez donc après le passage des coulées de boue, des images de désolation complète, de la boue entassée un peu partout, des débris bien sûr dans tous les sens évidemment. Voilà. Et bien sûr des voitures emportées souvent qui viennent s'emplâtrer après sur des ponts, sur des bordures et éventuellement même sur des arbres. Ça c'est des choses assez classiques. Donc ça c'était hier à Valrog. Hein. Voilà, donc hier matin par exemple. Voilà encore une autre. Je vous montre un petit aperçu. Hein. Voilà, alors là ici on voit l'arrivée sur par exemple sur Anduze, on voit l'arrivée de l'onde de crue. C'est toujours intéressant à voir. Avant l'arrivée de complètement sous les torrents de boue. Voilà, ici, voilà, je ne vais pas aller trop loin. Ouais. Donc ça c'était un peu plus quelques jours avant. Sur la page Kéronos, on va voir s'il y a d'autres éléments que je peux vous montrer. Voilà, donc toujours nombreuses routes secondaires coupées ce matin entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard par la crue du Gardon. Donc des routes inondées bien sûr coupées. Donc les infrastructures évidemment fortement touchées bien sûr. Voilà, donc Kéronos qui revient par exemple sur la densité d'activité électrique qui a été quand même très remarquable et très élevée hier, hein, notamment sur les communes de Valrog dans le secteur voilà, nord-ouest du Gard où il y a eu quand même jusqu'à 200 éclairs par 10 km² relevés. Hein. Vous voyez la tâche ici, centrée au même endroit finalement que là où il y a eu les pluies les plus torrentielles. Quoi. Donc voilà, c'est donc activité électrique particulièrement remarquable. Donc Anduze au réveil donc ce matin, après donc l'alerte rouge, là on voit donc vraiment de la boue de partout, hein, et sur des épaisseurs quand même importantes. Voilà, donc après il y a des photos d'éclairs. Voilà, photo nocturne où on voit donc une tornade. Donc la tornade qui a touché le secteur de hier, donc qui a dû rentrer encore une fois par la rade de hier et qui est venue, donc c'est certainement une trombe marine à la base et qui est venue après s'échouer du côté de hier. Après à voir si bien sûr il y a des dégâts ou des conséquences. Et ça on le saura un peu plus tard. Voilà, donc ça c'est à nouveau la photo de la tornade qui a été observée à Moguio, hein, côté aéroport de Montpellier. D'ailleurs, au moment de cette tornade, un avion a été dérouté, hein, un avion Vol Air France, hein, qui a été dérouté, hein, alors que la tornade était à proximité de l'aéroport. Je dirais heureusement, parce que ça aurait pu être sacrément dangereux, quoi. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qu'on pouvait dire un petit peu sur cet épisode très important, très particulier. Alors on va sur la page Vigie Météo France où on voit donc qu'on voit que les orages perdurent ce matin encore. Hein. La situation n'est pas encore décantée dans le sud. C'est-à-dire qu'on a toujours finalement une dépression de surface côté golfe du Lion et on a toujours cette convergence un petit peu et de l'instabilité qui perdure, mais plus sur les zones de plaine et les zones littorales ce matin
côté Bouches-du-Rhône. Alors c'est beaucoup moins méchant et beaucoup moins violent qu'hier, hein, de toute manière. Hein. Donc c'est, vous voyez, Bouches-du-Rhône, sud du Var. Hein. Dans l'après-midi, on aura toujours cet après-midi d'ailleurs de l'instabilité qui perdurera avec toujours un risque d'orage. Je dirais sur tout le secteur sud-est de la France, ça remontera même sur la vallée du Rhône. Alors, ça restera des orages un peu désorganisés, mais des orages quand même. Voilà, donc après, bon, Vigie Météo France revient sur différentes choses. Je vais vous montrer sur peut-être la page de Météo France s'il y a d'autres choses. On a fait quand même un bon tour d'horizon. Je vous ai quand même beaucoup expliqué ce qu'il en était. Je ne vais pas revenir sur les vigilances météo. Actuellement, donc la vigilance rouge qui avait été lancée hier pour le département du Gard a été bien sûr stoppée. On garde seulement 3 vigilances orange actuellement pour l'Hérault, pour le Var et pour les Alpes-Maritimes. À la fois pour des phénomènes orageux et à la fois pour les phénomènes bien sûr de crues et inondations. Donc voilà, ça c'est ce qu'on pouvait en dire. Après, est-ce qu'il y a aussi d'autres chiffres que je peux vous donner? Pas particulièrement ici. Je vais pas mal sur les comptes des ingénieurs de Météo France, comme vous, pour ceux qui connaissent, comme vous pouvez le remarquer. Mais là, on peut avoir souvent des informations très précieuses et très utiles. Voilà, par exemple, l'ingénieur Météo France, Gaëtan M, qui hier faisait un tweet en disant sur les dernières 24 heures, les estimations radar, et c'était pas encore à la fin de l'épisode, c'était encore en courant d'après-midi, indique plus de 500 mm, donc entre Valrog, commune du Val des Gouales, hein, en contrebas du Montégoal, et Saint-André de Valborgne. Hein, donc la plupart entre 5h et 15h, avant la calmie qui s'est plutôt propagée à partir de 15h. Donc alimentant des crues exceptionnelles de l'Hérault et du Gardon de Saint-Jean. Voilà, donc toujours les mêmes images de folie. Voilà, Vincent Lermet, crue du Riotor à Sumène également. Vous voyez ici. Voilà, le météo héros, pardon. Le bouton de la voiture. Oh là là. Wow. Les tontes de crue. Ça va vite, quand même. Honnêtement, ça va vite. Là, ça va vite. Oh, oui, c'est rien, oh là là là. Voilà, bon, je pense que tout ça, ça résume assez bien, je dirais, tout ce qui a pu se passer. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais je pense que c'est assez complet. Donc vous voyez hein, la commune de Valrog, par exemple, pour vous situer. Hein, pour vous situer en termes géographiques. Valrog ici, et vous avez le Montégoal ici. Hein, Montégoal. Donc Valrog est vraiment en contrebas. L'Hérault circule ici. Et bien sûr, c'est diffuse un peu plus bas également derrière. Donc ça a été vraiment le secteur le plus touché. Hein. Derrière, vous avez par exemple des communes que je vous ai citées, comme Moissac, Vallée Française, Saint-André, Valborgne. Donc ça a été vraiment le secteur, je dirais, le plus sinistré. Mandagou aussi. Mandagou qui a eu la plus grosse densité d'activité électrique, hein, d'impact de foudre. Et puis après, derrière, vous descendez, vous avez quand même des secteurs comme le Vigan qui a été fortement touché. Et voilà, donc tous ces secteurs-là sont vraiment, je dirais, sinistrés, quoi, clairement. Voilà. Par exemple, Valrog. Voilà, pour faire un petit peu d'historique, Valrog. Épisode du 29 septembre 1900. Épisode absolument pareil, gigantesque. Fin septembre 1900, une pluie fantastique approchant les 1000 mm en un jour se déverse à Valrog au pied du Montégoal dans les Cévennes. Donc ce jour-là, l'Hérault et le Tarn connaissent une crue historique.
en basse vallée du Rhône, le fleuve déborde en Ardèche, la vallée de l'Eyrieux est ravagée. Donc ça a été un épisode le 29 septembre 1900 qui a été plus large en termes géographiques, quoi, plus étendu. L'épisode d'hier a été finalement un peu plus circonscrit et un peu moins étendu. Et moins étendu notamment que si on se réfère par exemple au fameux épisode de septembre 2002 avec les inondations de Nîmes où là c'était également beaucoup plus étendu. Voilà donc 29 septembre 1901, un terrible orage y déverse 950 mm en environ 10 heures de temps, ce qui est clairement encore pire qu'hier, quoi. Donc l'Hérault se transforme en torrent tumultueux, voilà, créant une lame d'eau qui atteignit le deuxième étage des maisons riveraines, dévastant tout sur son passage. Donc fort heureusement, sur Valrog, ce jour-là, aucune perte humaine et aucun blessé n'ont été référencés. Alors qu'hier, normalement, en termes de victimes, je crois qu'il y a déjà une victime à peu près sûre. J'ai pas trop regardé, mais il y a il me semble qu'il y a au moins une victime déjà hier. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, tout ça c'est visible, vous allez sur le site Météo France, vous tapez, il y a une rubrique qui s'appelle événements mémorables, vous tapez donc il y a pluie extrême en France métropolitaine et vous retrouvez ce genre d'historique très intéressant qui permettent vraiment de recentrer ce type d'épisode. Encore une fois aussi pour contrer certaines idées reçues. Ces types d'épisodes extrêmement pluvieux, cévenols et méditerranéens ont toujours existé de tout temps. Ce n'est pas une conséquence obligatoire du réchauffement climatique. En effet, le réchauffement climatique, on vous en parle tous les jours, le réchauffement climatique est un facteur possiblement dégradant pour ce type d'épisode dans la mesure où le réchauffement climatique engendre davantage de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc forcément davantage de précipitations derrière. Mais ces épisodes n'en avaient pas besoin auparavant du réchauffement climatique pour se déclencher. Ces épisodes, il leur faut avant tout une synoptique météo appropriée, type goutte froide, type Talweg à l'ouest, type avec flux de sud-ouest en altitude, flux de sud-est à est en basse couche. Il leur faut aussi une température de l'eau de la mer de Méditerranée qui soit également élevée pour former de la vapeur d'eau, et de l'eau précipitable dans l'atmosphère. Et là-dessus est venu s'ajouter effectivement ces dernières décennies le réchauffement climatique qui lui s'est clairement prouvé et étudié, qui engendre par-dessus encore plus, si vous voulez, de vapeur d'eau. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas strictement le réchauffement climatique qui déclenche ce type d'épisode. Vraiment ne pas l'oublier parce que certains ont tendance rapidement à faire des raccourcis. Voilà. Autant on peut franchement dire que l'épisode de chaleur de cette semaine et que tous ces épisodes de chaleur et canicules rapprochés, c'est imputable directement au réchauffement climatique, autant ces phénomènes extrêmes ne sont pas directement imputables au réchauffement climatique. Voilà, donc, et là, pour finir ces jours-là, si on regarde bien, voilà. Alors là, je vous montre une autre carte intéressante pour vous dire vraiment que ce mois de septembre, on est sur de la surchauffe. Vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle, nous, les températures des eaux, et ça, c'est l'anomalie. Donc, plus c'est foncé en allant vers le rouge, plus l'anomalie est importante. Et vous voyez donc qu'on a beaucoup de réservoirs au niveau de la Méditerranée durant cet automne, parce qu'on voit des températures de l'eau qui sont largement excédentaires par rapport à ce qu'on devrait avoir. Vous me direz, c'est un peu partout. Regardez la mer Noire, l'anomalie est très importante sur l'est de la Méditerranée ici aussi. Et là, vous voyez ici, donc c'est clairement très 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 chaud, quoi. Donc tout ça, forcément, c'est un facteur dégradant également. La température de l'eau très très importante. Et par rapport à une anomalie positive importante, c'est forcément bien sûr un facteur aussi également dégradant. Voilà, un petit peu après, on revient un petit peu en arrière, un petit historique, vous voyez, des épisodes méditerranéens ou cévenols. Vous voyez, ils n'avaient pas. Alors, je pense que l'article de Météo France n'est pas mis à jour. Enfin, bon, ça c'est une citation où je vous disais il y a un instant sur Valrog, aucune perte humaine et aucun blessé n'ont été référencés. Ça me surprenait. Et là, je viens de voir en regardant, vous voyez,
27 septembre 1900, déluge de Valrog, Cévennes, 950 mm en 24 heures à Valrog, une trentaine de morts. C'était quand même un peu surprenant qu'il n'y ait pas eu de victimes à ce moment-là. Hein. Donc voilà, donc ça c'est, vous voyez, vous allez sur Wikipédia, vous tapez épisode méditerranéen, vous avez tout l'historique de tous ces épisodes qui ont eu lieu, parfois malheureusement de sinistre mémoire, où il y avait quand même beaucoup de morts à l'époque, notamment, vous voyez, 16-20 octobre 1940, le fameux épisode qui est rentré dans les mémoires, nous on appelle ça un égua, l'égua de 1940 qui a eu lieu sur le Roussillon, où on a vu un épisode de pluie absolument colossal, 840 mm en 24 heures, 1950 mm en 5 jours, donc 1000 mm en 24 heures à Saint-Laurent-de-Cerdan, et il y avait eu à ce moment-là 57 morts et des dégâts estimés à 40 millions d'euros en France, et vous aviez eu aussi l'épisode qui avait touché également, bien sûr, de l'autre côté, la Catalogne espagnole. Voilà, donc ça c'est des épisodes, vous voyez, hein, vous voyez comme quoi c'est pas que, voilà, c'est pas une question de réchauffement climatique, parce que vous avez des épisodes en 1900, 1907, 1925, 1940, 1947, 1958, 1974 et j'en passe, c'est des meilleurs, hein, vous voyez, hein, donc quand on vous parle seulement du réchauffement climatique pour ce type d'événement, c'est complètement erroné, hein. Après, moi, encore une fois, je viens de vous le dire il y a un instant, je ne minimise pas pour autant le rôle du réchauffement climatique, loin s'en faut. Voilà, alors on revient après aux années 2000. 8-9 septembre 2002, je pense que tout le monde s'en souvient, ou quasiment tout le monde, catastrophe sur le Gard, donc comme je vous disais, 687 mm en 24 heures en 12, Gard, et puis c'était donc les fameuses inondations aussi de Nîmes, 24 morts et 1200 millions euros de dégâts également. En 2003, on a vu la crue historique du Rhône, bon, c'est un peu différent. Donc pareil, 5-9 septembre 2005, déluge dans les Cévennes, 505 mm en 5 heures à Nîmes, dont 299 mm en 48 heures. Voilà. Voilà, donc la catastrophe de Draguignan, bon ça c'est plutôt côté PACA. Voilà, j'en passe et des meilleurs. Vous pouvez, la catastrophe de Trèbes dont je vous ai parlé en début d'émission, 14-15 octobre 2018. Allez, et puis voilà, bon, je pense qu'on a à peu près, j'ai à peu près fait le tour du sujet, je pense, avec vous là-dessus, sur tout ce qui est, on va dire, sur cet épisode, quoi, tout simplement. Alors, je vais vous faire une toute petite partie pour terminer, qui sera beaucoup plus courte. Une partie, on va dire, prévision, pour vous dire un petit peu ce qu'il va faire les prochains jours. Nous sommes en train de changer de situation. Nous avons, je rappelle, quand même vécu un mois d'août exceptionnel en termes de température. Nous avons vécu deux premières décades de septembre exceptionnelles aussi en termes de température. Nous vivons depuis le mois d'avril, depuis le printemps, une période très très sèche globalement, hormis certains épisodes pluvieux comme celui-ci ou comme au mois de juin aussi également dans le sud-est. C'est très très sec partout, on a une sécheresse quand même importante en surface, un peu moins importante au niveau des nappes phréatiques. Les nappes phréatiques se maintiennent à des niveaux acceptables sur une grande moitié ouest, sur la façade nord aussi. Par contre, nappes phréatiques qui sont quand même en mauvaise situation, mauvaise position dans l'est, la vallée du Rhône, et en remontant sur également l'Alsace, Franche-Comté. Donc maintenant, voilà, donc situation qui a été le plus souvent anticyclonique quand même depuis des mois et des mois, avec peu de précipitations, peu d'orages globalement, et voilà. Et là, la situation est en train de changer, mine de rien, elle change, et on le voit déjà à travers ce week-end. Hein. Vous voyez, là, aujourd'hui, on a toujours aujourd'hui cette goutte froide ici qui a tendance un petit peu à se résorber petit à petit. L'air froid d'altitude devient de moins en moins prédominant, mais on a toujours finalement après des remontées de sud et de sud-est qui reviennent par l'est du pays et par le nord-est. Et donc aujourd'hui on a, comme vous le voyez, aujourd'hui ne vous fiez pas obligatoirement au beau temps que vous pouvez avoir maintenant. 11h40, il peut y avoir un risque d'orage un peu plus tard dans la journée, un petit peu partout, risque d'averse ou d'orage avec l'air froid d'altitude, de l'évolution diurne. Donc risque d'orage à mon avis quand même un peu plus important, comme je l'évoquais il y a 10 minutes, dans le sud de la France, sud-est hein, toujours, en remontant vers la vallée du Rhône, et voilà, tant que toujours ce secteur un petit peu là, un petit peu plus touché. Et dans les prochains jours,
on va garder cette situation de petites gouttes froides qui stationnent ici sur le pays. C'est de l'air froid d'altitude qui se confronte avec des basses couches qui restent encore à un bon niveau. Alors on n'est plus forcément dans les 30 degrés comme on a pu avoir ou les 35 degrés, mais on sera quand même souvent l'après-midi autour de 23, 25, 27 degrés. Et donc tout ça fait on aura un risque d'orage quotidien lundi, mardi et mercredi. Mais alors surtout un risque d'orage qui sera surtout quand même des Pyrénées au Massif central et aux Alpes. Sur la moitié nord, le temps devrait être quand même assez agréable, encore une fois, entre demain et mercredi. Par contre, à partir de mercredi, changement de programme complet. Vous voyez, la situation change. On a l'anticyclone ici des Açores qui est bien reculé. On a une dépression, on a une activité dépressionnaire en forte augmentation sur le nord du bassin atlantique. Et on voit que petit à petit, la situation change. Je vais vous faire une vision hémisphérique. Voilà, alors nous avons donc la vision hémisphérique de mercredi. Nous avons un acteur aussi qui, vous allez pouvoir remercier un acteur bien particulier pour ce changement de temps, pour ceux qui attendent la pluie et la fraîcheur. C'est l'ouragan Teddy actuellement qui est sur l'Atlantique. Hein, je vais voir si je peux vous le montrer. Alors attendez, je reviens sur... Voilà, voyez, ici, je prends la carte du NHC, National Hurricane Center. Vous avez ici l'ouragan Teddy, qui est assez costaud, un ouragan majeur, qui va ensuite, vous voyez, se décaler petit à petit en direction de l'est des Bermudes demain. Fort heureusement, peut-être que les Bermudes, du coup, demain vont être évitées parce que en début de semaine, les Bermudes avaient été fortement touchées par l'ouragan Paulette. Là, donc, Teddy va se décaler vers le nord, vous voyez, continuer vers le nord, et à partir de mardi, va commencer sa transition extra-tropicale pour devenir un système plutôt des latitudes tempérées, mais va quand même venir impacter sous forme avec une puissance quand même d'une tempête tropicale, donc ça sera quand même pas rien, va venir quand même impacter la Nouvelle-Angleterre et puis Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà. Alors vous voyez, après, la trajectoire nous ramène au sud du Groenland. Et donc, je reprends ma fameuse vision hémisphérique. Vous voyez à l'horizon de mercredi, Teddy ici, encore puissance certainement d'un système, d'une tempête tropicale, va ramener à l'avant un afflux d'air chaud et humide. Hein. Vous savez que ces systèmes cycloniques ramènent énormément de chaleur, d'humidité et de chaleur tropicale, quoi. Hein. Et donc cela va permettre une cellule, à la cellule anticyclonique des Açores de venir faire une extension, vous voyez, en direction du plus au nord. Donc cela attire à l'avant ce système dépressionnaire qui se renforce. On est en automne, donc petit à petit les dépressions, l'activité dépressionnaire se renforce vers le pôle. On a le vortex polaire qui se reconstitue et tout ça va attirer ce qu'on appelle nous un talweg, hein, un talweg dépressionnaire, un creux dépressionnaire assez vaste qui commence à s'ériger en direction du sud, donc sur le proche Atlantique. Nous encore mercredi on sera dans une situation, on va dire globalement assez calme, même si on aura des orages certainement des Pyrénées aux Alpes, mais vous allez voir après la transition pour le lendemain est très très nette. Voilà. Après, le lendemain, vous voyez, la dorsale est en place et on a donc ce fameux talweg d'air froid d'altitude qui se met en place et qui commence à nous atteindre. On aura à partir de jeudi ce qu'on appelle un front froid qui va commencer à arriver par les côtes de la Manche, front froid qui sera certainement assez actif et bien pluvieux, qui marquera vraiment la transition définitive entre la masse d'air relativement tiède et assez chaude qu'on va avoir jusqu'à jeudi et la masse et l'air froid derrière, hein, qui va clairement débouler. Vous allez le voir de la couleur, on va dire, de la masse d'air. Vous voyez, l'air froid qui est en embuscade et qui commence à arriver jeudi. Et ça se confirmera à partir de vendredi.
l'air froid va commencer à s'infiltrer de plus en plus en altitude sur le pays. Nous aurons le front froid, ce sera décalé plus vers le sud-est du pays, sera assez actif, pas mal de pluie certainement. Ça reste encore à affiner parce qu'on est quand même sur une échéance assez lointaine, donc il faut encore affiner, je dirais, les quantités de précipitations, la chronologie également, mais le front froid pourrait être assez actif et donner pas mal de pluie, éventuellement des orages peut-être près de la Méditerranée à nouveau vendredi, hein, avec vous voyez, de l'air chaud résiduel. On aura quand même un petit peu de conflit de masse d'air, donc les pluies pourraient être quand même assez abondantes et éventuellement orageuses vers le sud-est en allant vendredi. Voilà. Et à partir de et le week-end prochain, là, on sera dans le creux, ce qu'on appelle nous le creux de la vague. Là où vous avez vraiment la dorsale anticyclonique ici qui s'érige sur le proche Atlantique. Et nous, on est vraiment dans le Talweg, le creux de la vague, dans l'air froid d'altitude. Donc ça sera certainement le week-end prochain, un week-end très frais. On aura certainement du mal par endroit à atteindre les 15 degrés. Hein. Rendez-vous compte, il y a quelques jours, on était à 35 degrés et on aura perdu 20 degrés. Quoi, hein. 26 septembre, week-end prochain, très très frais, où on pourrait avoir souvent autour de 15 degrés en maximal et parfois moins. Retour de la neige en montagne, de l'instabilité avec de l'air froid d'altitude, des averses qui seront certainement fréquentes. Et dimanche, on restera dans le creux de la vague. Voilà. Après, la tendance pour la semaine suivante, elle reste encore assez lointaine, mais on voit quand même que globalement, on change quand même clairement de régime de temps. Hein. Et c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on a vraiment besoin de précipitations. Hein. Vous voyez, on est quand même sur quelque chose où on a une activité dépressionnaire la semaine d'après qui semble vouloir suivre un trajet Groenland-Méditerranée et passant par la France. D'ailleurs, on surveillera quand même toujours la possibilité de nouvelles dégradations méditerranéennes à l'échéance de la semaine suivante aussi, où on peut avoir des gouttes froides qui peuvent venir se creuser en Méditerranée et provoquer des intempéries. Voilà, si je vais un peu plus loin, voilà, bon, après 240 heures, ça devient une échéance très lointaine. On voit qu'une cellule anticyclonique veut peut-être se reconstituer, mais ça reste très très loin par la Méditerranée. Mais globalement, on sera quand même plutôt sous l'influence des basses pressions, sachant que les hautes pressions seront plutôt décalées à nouveau maintenant sur la Russie à partir de la semaine prochaine et éventuellement sur l'Est américain aussi. Alors après, il faut toujours surveiller encore une fois, je dirais, l'activité des ouragans. Alors je vous ai montré Teddy qui va avoir un rôle très important pour le changement de temps la semaine prochaine, mais il y a également d'autres systèmes à surveiller, même si ça a tendance quand même un petit peu, je trouve, à se calmer par rapport à il y a quelques jours. Alors, on fait un petit point sur l'activité cyclonique. Je ne vais pas m'étendre longtemps. On a eu donc maintenant comme on a, je dirais, épuisé tout l'alphabet avec une activité cyclonique absolument énorme cette année sur l'Atlantique, et ben maintenant on a été obligé de commencer avec l'alphabet grec. C'est-à-dire que l'alphabet grec, on l'a commencé avant-hier avec la dépression subtropicale Alpha qui est venue toucher le Portugal et qui nous influence. Et ben on a maintenant Beta, vous voyez, Beta ici, qui est une onde tropicale qui s'est formée plutôt en allant vers le sud-ouest du golfe du Mexique, qui remonte maintenant le golfe du Mexique, qui est devenu tempête tropicale et qui va venir d'ici, vous voyez, vous allez voir tout de suite, qui va venir impacter, mais a priori d'une manière plutôt, on va pas dire modérée, parce qu'une tempête tropicale ça reste toujours quand même important, mais qui normalement ne devrait pas dégénérer en ouragan, mais qui devrait venir impacter assez rapidement dans 2 jours les côtes du Texas. Voilà, donc on voit ici la trajectoire de Beta. Donc Beta ne devrait pas avoir une influence fantastique après au niveau de l'emplacement des centres d'action sur l'Atlantique. Hein. Donc on a Beta, on a un autre système à surveiller ici à l'est de la Floride qui a peu de chances a priori pour l'instant de dégénérer. Et on a donc Wilfred qui est né, tempête tropicale aussi, mais qui menace aucune terre, qui normalement devrait rester en tant que tempête tropicale. Donc Wilfred, j'y passe rapidement. Et on retrouve l'ex-ouragan Paulette, qui, vous voyez, qui est au sud des Açores, enfin qui est au sud des Açores et qui peut éventuellement dégénérer à nouveau en un système cyclonique en allant vers l'est. Hein. Il y a 60% de chance, pourquoi pas dépression subtropicale ou tropicale
Et voilà, donc Paulette aura une longue vie parce que Paulette sera née au centre de l'Atlantique, aura fait une courbure en allant toucher les Bermudes, aura remonté ici côté du nord de l'Atlantique en dépression des latitudes temporaires et puis se retrouve bloqué un petit peu par l'anticyclone ici, se retrouve bloqué au niveau des Açores en tournicotant sur des eaux chaudes et pouvant éventuellement de nouveau dégénérer possiblement en dépression tropicale ou subtropicale. Donc c'est quand même un petit peu comment dire, un petit peu singulier. Voilà. Donc ça peut quand même avoir l'onde tropicale Paulette peut quand même éventuellement, si elle se met en place, avoir une petite influence, notamment sur le maintien et sur l'extension de l'anticyclone en direction du Groenland en deuxième partie de semaine. Voilà, alors c'est très technique tout ça, j'espère que vous arrivez un petit peu à suivre. Donc c'est un petit peu, je pense que j'ai à peu près fait le tour de l'édito que je souhaitais faire. Je ne reviendrai pas sur donc l'épisode de chaleur qu'on a eu cette semaine, on a eu beaucoup de records, hein. Ça là-dessus, je vous invite à aller voir sur internet, vous avez quand même différentes données. Voilà, donc la partie observation, prévision, analyse. Voilà, donc je suis désolé si je n'ai pas répondu à vos questions, vous êtes assez nombreux à suivre. D'ailleurs, j'ai les questions qui s'affichent même plus sur Facebook, donc c'est un petit peu curieux, on va dire, hein. Donc ça met pas, ça engendre pas la facilité, on va dire, pour éventuellement échanger avec vous. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Cette vidéo sera visible en replay, hein, je pense immédiatement, 5 minutes après la diffusion de ce direct live. N'hésitez pas à partager. Et puis bah, écoutez, moi je vous dis à bientôt, certainement pour une prochaine prévision, édito ou analyse ou je ne sais quoi, certainement en milieu de semaine prochaine. Donc comme j'avais indiqué, je serai beaucoup moins présent à partir de maintenant sur la page Extrême Météo. Mais je ferai en général 2 fois par semaine, une fois en milieu de semaine et une fois le week-end. Bon, je parle de la semaine, mais ça comprend le week-end. Je ferai certainement 2 fois à peu près des éditos ou des rubriques parlant du temps, à la fois en France, en Europe, au niveau éventuellement mondial, au niveau de l'hémisphère nord et différentes choses. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon dimanche. Passez une bonne journée.